Le débat qui divise les états-majors occidentaux depuis 2 ans n'est pas nouveau. Faut-il construire un char universel, lourd, capable de tout faire sur tous les terrains, ou accepter la spécialisation et la légèreté au prix d'une vulnérabilité calculée? Le Leclerc, 56 tonnes, coûte environ 10 millions d'euros l'unité et ne peut pas être déployé partout où la France engage ses forces. La MX-10RC, qui l'accompagne au Sahel, pèse 16 tonnes et peut être détruit par une mitrailleuse lourde. Entre ces deux extrêmes, il n'existe aujourd'hui aucune solution française. Cette question a déjà reçu une réponse. Pas à Paris. À Coventry, en 1943, dans les bureaux de la direction du dessin des blindés britanniques. La machine qui en est sortie s'appelait le Centurion. Elle a combattu dans 12 guerres sur 4 continents, de la péninsule coréenne aux collines du Golan, de la jungle vietnamienne au désert du Sinaï. Aucun char occidental de l'ère de la guerre froide n'a combattu dans plus de conflits. Aucun n'a duré aussi longtemps en première ligne. Voici le paradoxe fondamental. Le Centurion a été conçu pour une guerre précise, contre un ennemi précis. Il est arrivé trop tard pour cette guerre. Et précisément parce qu'il était conçu pour une guerre qui n'avait pas eu lieu, il s'est révélé capable de toutes les autres. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence d'une décision de conception prise sous la pression d'une série de défaites humiliantes, par des ingénieurs qui avaient compris quelque chose que leurs adversaires et leurs alliés n'avaient pas encore saisi. Pour comprendre ce que le Centurion a fait, il faut comprendre dans quel état se trouvait le blindé occidental en 1945. La Grande-Bretagne avait passé 5 ans à construire des chars qui brûlaient trop facilement, tombaient en panne trop souvent et ne pouvaient pas tenir face aux canons allemands de 88 mm. Le Cromwell était rapide mais sous-blindé. Le Churchill était blindé mais lent. Le Sherman, fourni par les Américains, les équipages britanniques l'appelaient le Ronson, du nom du briquet américain, parce qu'il s'enflammait au premier coup. La France, pendant ce temps, n'avait plus d'armée blindée indépendante depuis juin 1940. Ces unités reconstituées en Afrique du Nord combattaient avec du matériel américain, fourni sous prêt-bail. Quand les planificateurs de l'après-guerre commenceront à réfléchir aux prochains chars français, ils partiront de presque zéro. Et ils feront des choix qui iront exactement à l'opposé des leçons que le Centurion était en train d'incorporer. Voici le fait technique qui change tout. Le Centurion a été classifié à l'origine comme croiseur lourd, un char rapide destiné à la percée. Mais à l'arrivée, le Centurion Mark Ier pesait 43 tonnes. C'était plus lourd que le Churchill, le char d'infanterie le plus protégé de l'armée britannique. Il n'était ni croiseur, ni char d'infanterie. Il était, sans que personne ne l'ait planifié ainsi, le premier char de bataille principal de l'histoire. Une machine unique capable de remplir tous les rôles à la fois. Ce concept, qui structure aujourd'hui la totalité des forces blindées modernes, du Leclerc à l'Abrams en passant par le Léopard 2, est né accidentellement dans les ateliers britanniques de 1945. La MX-30, mise en service en 1966, pèse 36 tonnes. Il a été conçu selon une doctrine qui affirme explicitement que le blindage ne peut pas protéger contre les menaces modernes et que la survisabilité doit venir de la vitesse et de la manœuvre. 30 ans après le Centurion, la France a fait un choix diamétralement opposé. Avec des combats de juin 1967 dans le Sinaï, ont rendu visible pour quiconque regardait avec attention. 6 prototypes du Centurion ont quitté l'Angleterre en mai 1945. La reddition allemande avait été signée le 8 mai. Les chars sont arrivés dans une Allemagne déjà vaincue, sans ennemis à affronter. 5 ans plus tard, le même char débarquait à Pusan, en Corée du Sud, par moins 30 degrés, pour affronter des T-34 soviétiques dans des montagnes qui ne figuraient sur aucune carte d'entraînement britannique. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un char qui a bien fonctionné. C'est l'histoire d'une philosophie de conception qui a produit une machine capable de s'adapter à des conflits que personne n'avait prévus pendant 40 ans. Et c'est, en creux, l'histoire de ce que la France a choisi de ne pas faire, et pourquoi ce choix se fait encore sentir dans les débats sur le char du futur en Europe aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi la Grande-Bretagne a commandé le Centurion en 1943, il faut comprendre dans quel état se trouvait la doctrine blindée britannique. Cette doctrine reposait sur une séparation stricte entre 2 types de machines. Les chars croiseurs, rapides, légers,
incapables de résister aux canons allemands de calibre moyen. Les chars d'infanterie, lourds, blindés, incapables de manœuvrer vite. Aucun des deux ne pouvait résoudre seul le problème posé par les blindés allemands. Ce système coûtait des vies chaque semaine. La liste des échecs est précise. En Afrique du Nord, les chars croiseurs Crusader brûlaient sous les obus du 88 mm avant d'être à portée utile. En Normandie, la majorité des unités blindées britanniques et canadiennes combattaient dans des Sherman américains. Les équipages connaissaient les limites de leurs machines. Certains les payaient de leur vie avant d'avoir pu riposter. C'est dans ce contexte qu'en 1943, la Directorate of Tank Design, dirigée par Sir Claude Gibb, reçoit une commande formulée de manière inhabituelle. Le War Office ne demande pas un char plus rapide ou mieux blindé. Il demande une machine capable de faire les deux, avec une exigence centrale sans précédent. Résister à un impact direct du canon allemand de 88 mm, devenu la menace principale contre tous les blindés alliés sur tous les théâtres. Voici le premier fait technique révélateur. Le poids maximum fixé était de 40 tonnes, la limite des remorques de transport existantes et des ponts Bailey. Presque immédiatement, les ingénieurs ont constaté qu'il était physiquement impossible de satisfaire l'exigence de blindage dans cette limite. Le War Ministry a pris une décision qui révèle ses priorités. Plutôt que de réduire les exigences de protection, il a décidé de construire de nouvelles remorques. La machine ne serait pas compromise au profit de la logistique existante. C'était l'inverse de ce que la doctrine française ferait 20 ans plus tard avec l'AMX-30. L'opération Goodwood, 18 au 20 juillet 1944, n'a pas déclenché la commande. Elle l'avait précédée d'1 an. Mais elle a confirmé avec une brutalité arithmétique que la décision de 1943 était juste. 3 divisions blindées britanniques, environ 1200 chars, ont attaqué les positions allemandes à l'est de Caen. Au terme de 3 jours, l'armée avait perdu 314 chars, dont 130 définitivement détruits, pour une avance de 11 km. Les défenseurs allemands avaient perdu entre 75 et 100 chars. Ce n'était pas le résultat d'une infériorité numérique, c'était le résultat direct d'une infériorité qualitative en protection et en portée d'armement. La résistance au projet venait de plusieurs directions. Les logisticiens signalaient que dépasser 40 tonnes compliquait le transport. Les officiers exprimaient leur scepticisme quant à la fiabilité d'un nouveau dessin. Une partie de l'état-major estimait que la guerre serait terminée avant que la machine puisse être produite en nombre. Chacun de ces arguments était raisonnable. Leur somme aurait produit, une fois encore, une machine insuffisante. Gibb a tenu les exigences. Le poids maximum a été relevé à 50 tonnes. Les contraintes ferroviaires ont été levées. Le Sherman Firefly, solution improvisée qui montait le canon de 17 livres sur un châssis américain, était entré en service en 1944. C'était efficace, mais les tireurs allemands avaient reçu la consigne de le cibler en priorité, précisément parce que son canon le rendait identifiable. Une solution provisoire avait engendré une vulnérabilité supplémentaire. Le A-41, lui, était conçu dès l'origine autour du canon. Le document interne de 1944 est le premier texte officiel britannique qui emploie l'expression « Universal Tank » pour désigner la nouvelle machine. Ce n'est pas du marketing, c'est une rupture doctrinale. La séparation entre chars croiseurs et chars d'infanterie, qui avait structuré la pensée blindée britannique depuis les années 30, était officiellement abandonnée. La France ne franchira ce pas qu'une génération plus tard, dans des conditions qui révéleront ce que ce délai a coûté. Le 14 novembre 1950, 64 Centurions Mark III débarquent à Pusan, en Corée du Sud. Les manuels britanniques avaient été écrits pour les plaines d'Allemagne du Nord. La Corée offrait l'exact contraire. Des montagnes escarpées, un sol gelé à moins 30 degrés, des pentes si raides que les véhicules précédents refusaient de les gravir. La première question que les équipages ont posée n'était pas tactique, elle était mécanique. Est-ce que le moteur démarre par moins 30 ? La réponse était oui, à condition de le faire tourner toutes les 30 minutes pendant la nuit et d'engager successivement chaque rapport pour empêcher la transmission de se solidifier. Ce que la Corée a révélé, c'est que les ingénieurs de Gibb avaient produit, sans le vouloir, une machine capable de grimper des pentes que ses adversaires ne pouvaient pas négocier, et de tirer avec précision depuis ses positions en surplomb.
Le général américain John O'Daniel, commandant le premier corps, a résumé cette découverte en une phrase restée dans les archives. Les équipages des 8e hussards avaient démontré que partout où un char peut aller, c'est du terrain pour les chars, y compris les sommets de montagne. Voici le fait technique qui explique pourquoi cette phrase n'était pas une hyperbole. Le Centurion Mark III, en production depuis 1948, était le premier char occidental équipé d'un stabilisateur biplan entièrement automatique pour son armement principal. Ce système permettait aux tireurs d'engager une cible avec précision pendant que le char était en mouvement sur un terrain accidenté, sans s'arrêter. Aucun char soviétique de l'époque ne possédait ce système. Le T-34 obligeait son équipage à s'immobiliser complètement pour tirer avec précision. Sur une colline coréenne, s'arrêter signifiait s'exposer. L'armée américaine avait testé ce stabilisateur Metro Vickers avant la guerre et envisageait de l'adopter. Les tests avaient démontré un taux d'efficacité de 80% en tir en mouvement à des vitesses de 8 à 15 km à l'heure. Les Américains avaient jugé le système prometteur, mais avaient choisi de ne pas l'intégrer immédiatement. En Corée, ils observaient depuis le sol les résultats de cette décision. Le premier tir au combat d'un Centurion a eu lieu en février 1951. La cible était un Cromwell, le même char croiseur que le Centurion avait été conçu pour remplacer, capturé par l'armée chinoise. L'engagement a eu lieu à 3000 yards, environ 2700 mètres. La cible a été détruite dès le deuxième obus. C'était le premier tir de combat confirmé d'un char britannique de l'après-guerre, à une distance à laquelle la plupart des chars de l'époque tiraient sans garantie raisonnable de toucher quoi que ce soit. La bataille de l'Imjin River, du 22 au 25 avril 1951, a fixé la réputation du Centurion pour une génération d'officiers blindés. L'offensive de printemps chinoise menaçait de percer les lignes des Nations Unies. Les Centurions du 8e régiment couvrent le retrait de la 29e brigade, 5 chars perdus, dont la plupart récupérés et réparés. Ce qui importait, c'était la capacité à maintenir une présence défensive efficace sur des pentes que personne n'aurait jugées accessibles à un char de 50 tonnes. Il existait pourtant une limite que la Corée a mise en évidence avec la même netteté. Les premiers Centurions avaient une autonomie de seulement 105 km sur route. Le moteur Rolls-Royce Meteor, dérivé du moteur d'avion Merlin, consommait de l'essence à un rythme que les officiers logistiques décrivaient comme généreux dans les rapports officiels. Ce problème ne serait résolu que 20 ans plus tard, par les Israéliens, avec un moteur diesel américain, dans le désert du Sinaï. En 1952, pendant que les Centurions tenaient leur position coréenne, l'OTAN cherchait des chars modernes pour équiper la Hollande et le Danemark. La production du M48 Patton n'avait pas encore commencé. La solution d'attente choisie par Washington était le Centurion. En Allemagne de l'Ouest, face aux divisions blindées soviétiques, la France déployait l'AMI-13. Le contraste entre les deux philosophies était déjà inscrit dans les ordres de bataille de l'OTAN. Le 5 juin 1967, à l'aube, l'armée israélienne engage les positions égyptiennes dans le Sinaï avec une combinaison de blindés que nul autre état-major au monde ne regardait avec autant d'attention que les observateurs militaires français. 3 types de chars avancent côte à côte. Le Super Sherman américain modifié, l'AMX-13 français avec son canon de 75 mm et le Centurion Schott avec son canon de 105 mm L7. C'est une expérience grandeur nature entre 2 doctrines blindées, l'une française, l'autre britannique, dans des conditions identiques contre les mêmes adversaires. À Abu Adjaïla, 150 chars israéliens font face à 66 T-34 et 22 S-800 égyptiens. Le S-800 est le seul véhicule égyptien dont le canon de 100 mm représente une menace sérieuse contre la MX-13. Contre le Centurion Schott, ce même canon est dépassé. La distance d'engagement effective du Centurion avec son L7 dépasse celle à laquelle le S-800 peut le menacer. Pour la MX-13, le rapport est inversé. Il doit approcher pour être efficace, et s'approcher le rend vulnérable. Ce n'est pas une faiblesse de conception française. C'est la conséquence inévitable d'un choix doctrinal fait 10 ans plus tôt à Paris. Le général Israël Tal avait mené avant la guerre une réflexion précise sur ce qu'il appelait l'équation de survie d'un char en combat désertique. Sa conclusion était brutale. La distance à laquelle un char peut détruire son adversaire
doit être supérieur à la distance à laquelle l'adversaire peut le détruire. L'AMX-13 ne satisfaisait pas cette équation face aux T-54 et T-55 soviétiques. Tal avait considéré la production sous licence de l'AMX-30, il avait refusé, estimant que la philosophie française reproduisait la même erreur à une échelle supérieure. Pour comprendre pourquoi la France a répondu à cette guerre par un embargo plutôt qu'en tirant les leçons du combat, il faut comprendre la position dans laquelle De Gaulle s'était placé. La France était depuis 1953 le principal fournisseur d'armes d'Israël. Cette relation avait commencé à se fissurer avec l'indépendance algérienne en 1962, quand la logique de la politique arabe a pris le dessus sur la logique de l'Alliance. Le 2 juin 1967, 3 jours avant le début des hostilités, De Gaulle impose un embargo sur les livraisons d'armes offensives au Moyen-Orient. Dans les faits, il ne touchait qu'Israël. 50 Mirage 5 avaient été achetés et payés intégralement. Ils sont restés dans un entrepôt français. Ce n'était pas seulement une décision politique, c'était la rupture d'un contrat commercial avec un client qui avait servi pendant 15 ans de laboratoire de combat pour le matériel français, un laboratoire dont la France venait de se priver précisément au moment où ce matériel allait être mis à l'épreuve dans les conditions les plus révélatrices. Ce qu'Israël avait appris en 6 jours de combat allait directement façonner les 30 années suivantes. Le Centurion Schott avait prouvé que la portée effective et la protection frontale n'étaient pas en conflit avec la capacité offensive. Elles en étaient la condition préalable. La MX-13 avait prouvé qu'une machine légère pouvait être efficace en reconnaissance, mais ne pouvait pas remplacer une machine lourde dans un engagement frontal contre des blindés modernes. En 1966, Israël avait entamé des négociations avec la Grande-Bretagne pour une production sous licence du Chieftain, le successeur du Centurion, avec un canon de 120 mm. L'accord prévoyait une chaîne d'assemblage sur territoire israélien. En novembre 1969, sous la pression des États arabes qui menaçaient la Grande-Bretagne de sanctions commerciales et de retrait de réserves monétaires, Londres a annulé l'accord. Israël se retrouvait sans fournisseur occidental pour le remplacement du Centurion. Ce double abandon, français en 1967, britannique en 1969, a produit une décision que Tal avait en réalité déjà commencé à prendre intellectuellement. Puisqu'aucune puissance occidentale ne pouvait garantir la continuité des livraisons, Israël devrait construire sa propre machine. La protection de l'équipage serait une priorité absolue, non par sentimentalisme, mais parce que Tal avait calculé que former un équipage coûtait à Israël beaucoup plus que remplacer le véhicule. Cette logique, absente de tous les cahiers des charges occidentaux de l'époque, allait produire la machine la plus inhabituelle de la guerre froide. Pour la France, le coût de l'embargo était différent et moins visible. La perte des contrats israéliens était absorbable. La perte invisible était celle de l'observateur privilégié, la nation qui depuis 15 ans testait le matériel français dans des guerres réelles. L'AMX-30 allait entrer en service sans avoir jamais été engagée dans un conflit de haute intensité, jusqu'au Golfe, en 1991, quand ses limites de protection se révéleraient dans des conditions que Tal avait identifiées 25 ans plus tôt, dans le Sinaï. Le 6 octobre 1973, à 14 h, la Syrie lance sur le plateau du Golan une force blindée de 1200 chars. Face à elle, Israël dispose de 180 centurions chauds, répartis entre 2 brigades. Le rapport de force est de 7 contre 1. Pendant 4 jours, la 7e brigade blindée du colonel Bengal a tenu la ligne dans le secteur nord. Les centurions étaient positionnés sur des talus de terre qui exposaient uniquement la tourelle et le canon, une géométrie qui annulait l'avantage numérique syrien en contraignant l'adversaire à s'engager frontalement dans un couloir étroit. La brigade syrienne de la garde républicaine, équipée des T-62 les plus modernes disponibles, a attaqué de nuit. Elle a laissé 260 chars dans le secteur que les Israéliens ont appelé la vallée des larmes. Voici le fait technique que cette bataille a gravé de façon définitive dans la conception blindée mondiale. Le Centurion chaud avait un avantage de portée grâce à la précision du canon 105 mm associé au stabilisateur biplan. Mais il avait aussi un avantage de survivabilité que personne n'avait pleinement anticipé. La disposition de l'équipage réduisait le risque d'incendie catastrophique après impact.
Les T-62 portaient leurs munitions dans un chargeur automatique en carrousel sous le plancher de la tourelle. Un impact en bas de caisse déclenchait une réaction en chaîne. Les tourelles s'envolaient. Les équipages mouraient avant d'avoir pu réagir. Cette leçon, que la survie de l'équipage n'est pas un luxe humanitaire mais un impératif opérationnel, était celle que Thal avait intégrée dans le cahier des charges du char qu'Israël allait construire. Le premier Merkava a roulé en 1979. Le moteur était à l'avant, là où les autres mettaient le blindage. L'espace libéré à l'arrière permettait d'évacuer des blessés ou d'embarquer de l'infanterie. C'était une machine conçue entièrement autour de la préservation de ses servants, une philosophie née directement du Golan en 1973, elle-même héritée des leçons que le Centurion avait accumulées depuis la Corée. La France, en 1973, regardait le Golan depuis l'extérieur. La MX-30 était en service depuis 7 ans sans avoir été engagée dans un conflit de haute intensité. Quand les premiers Leclerc sont entrés en service en 1992, la France disposait d'une machine techniquement remarquable. Canon de 120 mm, chargeur automatique, excellente mobilité, mais produite en 222 exemplaires et exploitée par un seul pays de l'OTAN. C'est ce chiffre qui concentre aujourd'hui la question stratégique la plus inconfortable pour l'armée française. 222 chars. Aucun autre membre de l'OTAN n'opère le Leclerc. En cas de conflit de haute intensité en Europe, la France serait le seul fournisseur de pièces de rechange, le seul formateur d'équipage, la seule source de soutien logistique pour sa propre machine. Le Léopard 2, opéré par une vingtaine d'États membres, bénéficie d'un réseau d'interopérabilité que le Leclerc ne peut pas atteindre par construction. Le programme franco-allemand MGCS, destiné à remplacer le Leclerc et le Léopard 2 dans les années 2040, est aujourd'hui bloqué sur des questions de répartition industrielle entre Paris et Berlin. Exactement le même type de conflit qui avait conduit à l'abandon du projet de char commun franco-allemand en 1963. La guerre en Ukraine a apporté une confirmation que les planificateurs de l'OTAN ne voulaient pas avoir à faire. Les chars occidentaux, Léopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, survivent aux impacts qui détruisent leurs équivalents soviétiques, précisément parce que leur conception protège l'équipage en priorité. Les tourelles ne s'envolent pas. Les équipages sortent vivants de machines touchées. C'est la leçon de Thal en 1967, appliquée 50 ans plus tard sur les plaines d'Ukraine par des équipages qui n'ont probablement jamais entendu le nom du Centurion. Le Leclerc n'a pas été déployé en Ukraine. Il n'a pas reçu ce test. Et le programme qui doit lui succéder est en difficulté. Le dernier Centurion a quitté la première ligne israélienne en 1989. Il était arrivé en Allemagne en 1945, dans un pays déjà vaincu, sans avoir tiré un seul obus en combat. Entre ces deux dates, il avait traversé la Corée, le Sinaï, le Golan, le Vietnam, l'Angola, le Pakistan. 12 guerres, 44 ans de première ligne. La question reste ouverte. Quand les planificateurs européens débattent aujourd'hui du char du futur, universel ou spécialisé, lourd ou léger, national ou partagé, ils répètent mot pour mot les arguments que les Britanniques et les Français échangeaient en 1943. La philosophie qui a produit le Centurion a tenu 44 ans. Celle qui a produit la MX-30 a montré ses limites au bout de 25. Quelle doctrine l'armée française doit-elle choisir pour les 20 prochaines années ? Et peut-elle se permettre, cette fois, de faire cavalier seul ? Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like. Écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Dans le prochain épisode, nous raconterons comment le refus de la France de livrer des armes à Israël en 1967 a forcé un pays sans tradition de construction blindée à concevoir, en 12 ans, le char le plus original de la guerre froide, le Merkava.